Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue à Léonard Paris. Je suis Mathieu Lerondeau, je suis le directeur de la communication et des activités éditoriales de Léonard et de la Fabrique de la Cité qui organise la rencontre d'aujourd'hui. Je suis heureux de vous accueillir donc à Léonard Paris pour la 21e rencontre de ce festival que nous avons lancé, organisé la semaine précédente et cette semaine encore autour d'une variété de sujets. On brasse assez large autour de la thématique des échelles urbaines avec quelques belles rencontres à venir dont on pourra reparler tout à l'heure. J'ai eu, pour certains d'entre vous, l'occasion déjà, et de nombreuses occasions quelquefois, de présenter Léonard Paris. En un mot, ce lieu, c'est un espace de travail, de coworking, pourrait-on dire, pour les équipes d'innovateurs de Vinci et leurs partenaires en innovation. C'est un lieu d'incubation et d'accélération de projets innovants qui ont tous trait à la ville, à ses formes futures et aux transformations de ses métiers. Et c'est enfin et surtout un espace de rencontre et de débat, justement, où, au-delà des clivages, des métiers, des silos, on fait en sorte de faire se rencontrer et débattre tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre à faire émerger ces nouvelles formes urbaines. Ce lieu, il abrite notamment Léonard, qui est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Il héberge aussi la Fabrique de la Cité, le think tank de la prospective urbaine, qui existe depuis 10 ans et qui, depuis une dizaine d'années, donc, publie études et organise événements sur les mutations urbaines contemporaines. À ce titre-là, d'ailleurs, vous trouverez sur la page d'accueil du site le dernier rapport de la Fabrique qui traite de la contribution du numérique à la résolution ou non de la congestion en ville. Et nous organisons cet après-midi, ou ce soir plus exactement, une rencontre sur les relations tendues entre les grands projets d'infrastructure et le débat public, ou encore demain, une rencontre sur la thématique habiter dans 20 ans, et plus spécifiquement sur les relations entre habitat et déplacement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autoroutes urbaines, et de leur avenir en particulier. Avant de parler de cet avenir, nous allons évoquer brièvement leur passé. Pendant de longues années, le développement des villes et des voies rapides sont allés au fond de pair. Dans la deuxième moitié du XXe siècle en particulier, pour satisfaire des besoins grandissants de main-d'œuvre, de la grande industrie intégrée, et pour offrir des logements abordables aux nouvelles masses urbaines, les villes se sont agrandies, elles se sont étalées. Le corollaire de ce mouvement d'élargissement des frontières de la ville, c'était la construction de grandes infrastructures, et de grandes infrastructures de transport, des routes, bien sûr, des autoroutes, on en parle aujourd'hui, et bien évidemment également des réseaux de chemin de fer, pour approvisionner en travailleurs, mais aussi en main-d'œuvre et en énergie, ces industries nouvellement installées à la périphérie des villes. Ce mouvement de croissance des métropoles et donc de leurs besoins en mobilité ne s'est jamais démenti depuis les débuts de l'ère urbaine, et on pourrait dire qu'ils accélèrent encore et qu'ils se développent avec les perspectives qui sont celles des grandes villes dans le monde entier. Et pourtant, on sent bien aujourd'hui, et en particulier à l'occasion évidemment des premiers débats des élections municipales à venir, que les autoroutes urbaines ne sont plus les bienvenues en ville. C'est peut-être un peu caricatural de le poser comme ça, mais ça résume assez bien, me semble-t-il, la tonalité générale du débat. Elles sont désormais principalement vues au travers de leurs externalités ou leurs conséquences, leur impact négatif, en matière naturellement de bruit, de pollution atmosphérique, en matière de la façon dont de phénomènes de coupure urbaine et de coupure de l'espace, ou encore de congestion, tout naturellement, qui provoque à la fois anxiété et, paradoxalement, inefficacité économique. Il y a de nombreux exemples de transformation de ces espaces maintenant et de ces infrastructures. Dans le monde entier, on s'échange les images de transformations assez spectaculaires, comme celle-ci par exemple, qui a eu lieu à Séoul, qui fait un peu figure d'icône de la transformation d'une autoroute qui évoluait dans le centre de la capitale coréenne et qui, après sa destruction, a redécouvert, ou permis en tout cas aux habitants de Séoul de redécouvrir une rivière, jusque-là cachée par cette infrastructure gigantesque. On pense aussi à l'exemple de Portland, qui est souvent donné, de conversion d'une autoroute littorale en parc urbain. Faut-il voir donc dans ces évolutions finalement les signes d'une désunion
entre les villes et les autoroutes, et peut-être d'un découplage du cœur des métropoles avec leurs périphéries, ou les prémices peut-être d'une révolution dans les transports, et quels sont les termes finalement de la renégociation de la place de l'autoroute urbaine en ville. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour les 2 prochaines heures. Et la suite du débat sera animée par Isabelle Lambert, qui est chef de projet prospective à Léonard et qui a travaillé spécifiquement sur ces questions de mobilité. Elle introduira et elle donnera la parole à Sylvain Cognet, qui est directeur général du Forum métropolitain du Grand Paris, qui a lancé récemment, l'an dernier, une consultation internationale précisément sur le devenir des autoroutes et des voies rapides du Grand Paris. Nous appellerons 3 représentants de New Deal, qui est l'un des 4 projets retenus par le Forum métropolitain, qui s'est constitué, un groupement qui s'est constitué autour de David Mangin, architecte et urbaniste, qui nous fait l'amitié d'être là. Ce matin, devra partir un peu tôt, m'a-t-il dit, mais en tout cas qui est bien là. Et enfin, nous donnerons la parole également à 2 créateurs de services numériques qui peuvent accompagner les transformations de ces mobilités. Vos questions seront les bienvenues après la présentation donc, de New Deal. Donc, je vous invite à les rassembler et à les poser autant que vous le souhaiterez après. Et avant toute chose, j'ai voulu proposer donc, à un écrivain, Aurélien Bélanger, un écrivain urbaniste, on pourrait presque dire, et aussi quelqu'un que vous avez peut-être l'habitude d'entendre sur France Culture à peu près à la même heure pour des chroniques d'une modernité déjà un peu vintage souvent, donc d'évoquer ces autoroutes urbaines en leur donnant son regard et une approche un peu plus sensible. Aurélien Bélanger. Merci beaucoup, bonjour. Je voulais vous parler des autoroutes urbaines. C'est amusant d'avoir cette image derrière moi parce que je me suis dit qu'il ne faudrait pas qu'on en fasse la Bièvre du XXe siècle, cette espèce de grand recouvrement et de ce fleuve qui a disparu, dont on aperçoit ça ou là à la vallée et dont il reste des traces un peu mesquines dans le 5e arrondissement ou dans le 13e, des petites plaques, mais cette espèce de léger crime contre la géologie qu'a été la destruction de ce fleuve. Il ne faudrait pas vivre ça avec les autoroutes urbaines. En fait, j'ai un rapport tout à fait proustien aux autoroutes urbaines pour une raison tout à fait conjecturelle, c'est que j'ai grandi en Essonne et les autoroutes urbaines, c'était spontanément la 6, et qui était vraiment un boulevard urbain. C'était par la fenêtre de ma chambre. J'habitais assez loin, j'habitais une 40aine de kilomètres de Paris. Par ma chambre, qui donnait à peu près sur le nord, je voyais une lueur rougeoyante au loin et je savais par l'existence de cette lueur que j'étais à Paris, alors que de l'autre côté, il y avait déjà des moissonneuses-batteuses, on était déjà dans le Gâtinais. Et ce qui me reliait à ce territoire fantasmé, c'était évidemment les autoroutes urbaines. Et en plus, la 6, c'était vraiment une autoroute liée à des enchantements, parce qu'on allait à Paris pour des raisons assez culturelles, pour aller visiter le Louvre ou pour aller aller s'enrouler autour du bâtiment de la Samaritaine pour aller voir les vitrines et les petits dioramas animés à Noël. Et tout ça était délivré par la 6. Et par ailleurs, c'est pour ça que c'était une expérience qui était très proustienne. C'était quelque chose qui fonctionnait vraiment comme une lanterne magique. Vraiment au sens où Proust décrit sa lanterne magique qui tourne au mur de sa chambre le soir, parce qu'il lui voit les scènes de la légende de Guermantes, et c'est des scènes très violentes, et tout n'est pas plaisant en fait. C'est à la fois très beau, c'est transparent, il y a des grands arbres qui se passent, mais à la base, je crois que c'est l'histoire d'un homme qui tue une femme, et c'est quelque chose de très violent. Et j'avais vraiment une sorte de vision par flash de la ville qui était très belle. C'était par exemple quand on arrive autour d'Orly, les pylônes qui deviennent soudain rouge et blanc pour signaler la présence d'avions, avec des boules pour être visibles par les radars. Et ça signale néanmoins la possibilité d'une catastrophe aérienne possible, que ces avions que je voyais dans le ciel tombent sur le sol. Et en fait, à la fin, puis il y avait cette espèce de moteur d'enchantement à la toute fin quand on arrive au niveau de Villejuif, où on est assez haut et on voit vraiment la cuvette de Paris, la tour Eiffel, la tour Montparnasse. Et il y avait ce type d'enchantement qui était très très beau. Et c'était d'autant plus beau que c'est quelque chose que j'ai perdu, parce que après j'ai habité Paris et j'ai plus eu de voiture. Donc c'était quelque chose qui était vraiment lié à l'enfance et qui a relevé d'une quête. Et collectivement, ces autoroutes urbaines, en fait, elles forment une sorte de carte truquée du territoire dont j'ai mis des années à chercher la clé, mais c'était vraiment un jeu en forme de rébus. Il y avait par exemple cette phrase que j'avais dû entendre dans un cadre familial enfant, que la francilienne n'était pas terminée. Il y avait cette idée qu'il y avait encore des choses à faire. Plus tard, j'ai découvert que la 86 elle-même n'était pas terminée, et je me suis mis à survaloriser sentimentalement la clôture
de la 86 par le tunnel duplex de Vélizy, que je mets d'ailleurs dans tous mes romans comme ça, comme un petit running gag. Il y avait toutes ces choses que j'ai découvert ensuite, que la carte, finalement la carte autoroutière qu'on imagine ronronnante, extrêmement bruyante, etc. Ce qui était plus beau, c'est qu'elle était interrompue. J'ai découvert plus tard, je les ai intégrés à un roman, l'existence de ces autoroutes interrompues en Seine-Saint-Denis, notamment l'une qui a donné lieu à l'une des premières manifestations écologiques des habitants qui part vers Rosny, vers l'Est, et qui s'interrompt brutalement plutôt que détruire une sorte de but témoin qui est devenu une sorte de parc départemental aujourd'hui. Il y avait évidemment la grande autoroute fantôme qui devait donner son sens au quartier de Clichy-sous-Bois et qui était intégré dans le plan masse et qui passait comme ça, comme un fleuve qui n'a jamais vu le jour entre les tours des immeubles et qui devait rattacher ce quartier dont on connaît depuis les émeutes de 2005 l'importance historique et presque le rôle moteur dans les projets ultérieurs de Grand Paris Express. Donc il y avait toute cette carte mentale que j'ai essayé d'explorer. Et ce qui est amusant, c'est que après je me suis mis à beaucoup marcher, je me suis mis à beaucoup courir en Ile-de-France, je me suis mis à faire du vélo, et j'ai jamais retrouvé cette carte, où je l'ai retrouvée par flash. Il m'est arrivé par exemple du côté de la forêt de Verrières, de voir soudain se creuser, alors que sous mes pas, une portion, je crois que ça devait être de la 86 ou de la nationale 118. Et je connaissais cet espace, que je l'avais parcouru en voiture, mais je me rends compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui manquerait toujours aux cyclistes, qui manquerait toujours aux piétons. Alors, on pourrait imaginer de fermer les autoroutes, d'y faire marcher des cyclistes et des piétons, bien sûr, mais ce ne serait pas tout à fait satisfaisant. Il y avait un sublime urbain qui était extrêmement lié dans ma mémoire, et je pense que c'est quelque chose de plus collectif que ma mémoire, qui est extrêmement lié aux autoroutes urbaines, qui sont vraiment des dispositifs de vision de la ville et qui sont aussi émouvantes qu'avait pu l'être l'apparition, je ne sais pas, des Champs-Élysées pour un Parisien du XVIIIe siècle qui voyait soudain que ça respirait vers l'ouest, qu'il se passait quelque chose, qu'on accédait à quelque chose au soleil couchant. Et j'ai vraiment retrouvé tous ces points, donc je les ai reconnectés après en louant des voitures, et je les ai toujours connectés à des expériences d'enfance. En vrac, c'est par exemple le grand virage de l'A1 entre la basilique Saint-Denis et le Stade de France, où soudain, on ne sait plus trop où on est, parce qu'on était dans des murs anti-bruit, et soudain, on comprend qu'en fait, on se redéverse sur Paris, et soudain, c'est très très beau. Évidemment, la nationale 118, quand on descend de Meudon-la-Forêt et qu'on descend sur Paris, et que là, Paris, c'est l'un des rares endroits où Paris révèle vraiment son site, ces sortes de flashs mémoriels. Plus tardivement, il y a eu la découverte de l'autoroute A14, où là, c'est encore meilleur, parce qu'il y a deux possibilités pour aller en Normandie. Il y a la possibilité gratuite et la possibilité payante. Et malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de mettre 8 € pour voir la succession des tunnels, une sorte d'évolution historique, avec le gros tunnel très robuste, très sombre, très laid et très industriel, et en même temps qui est plein de charme de la Défense, avec des très grosses travées très très solides. Et si on continue après, le tunnel très élégant, très fin, qui passe sous la forêt de Saint-Germain-en-Laye, où là c'est des tubes, on voit presque encore le tunnelier qui glisse dans la glaise. Je sais pas, peut-être parce que c'est trop cher et personne n'y va, mais les parois sont encore, me semble-t-il, impeccablement blanches. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très très lié à mon expérience de la ville, et que je me lasse pas d'aller interroger encore. Pardon, j'ai quand même pris quelques notes au cas où je ne savais plus exactement où j'allais. Et inversement, il y a des objets qui sont typiquement... l'autre chose très belle, par exemple, il m'a fallu plus de 10 ans, c'est après avoir habité à Paris depuis plus de 10 ans, que je me suis remis à faire le tour du périph', chose que je faisais tout le temps enfant, et je me suis souvenu, par exemple, de mes premiers vrais émerveillements d'architecture. C'était le bâtiment, je crois d'ailleurs qu'il avait gagné une équerre d'argent à l'époque, c'était le bâtiment qu'avait fait Perrault avant la BNF, un bâtiment en verre, avec un verre très épais, des colonnes, ça me semblait très très beau, on le voyait à gauche. Et puis il y a toute cette portion un peu magique où après le virage de la Villette, le périph' est légèrement suspendu. Et c'est amusant parce que par rapport à cette espèce de tarte à la crème souvent entendue qu'il faut enfouir le périph' absolument, là, le périph' fonctionne vraiment comme un boulevard urbain qui distribue des immeubles à droite, à gauche. Je me souviens, j'aimais le signe, à l'époque c'était le signe Philips qui tournait autour de la tour Pleyel. Je ne sais pas ce que c'était que la tour Pleyel, mais ça signifiait vraiment la ville, quelque chose de presque asiatique dans la densité vécue. Après, je crois que ça a été Kia. Et puis le signe est tellement gros qu'on pourrait presque imaginer y vivre comme ça dans une sorte de rooftop tournant.
Plus tardivement, ça a été le bâtiment du Grand Tribunal qui a redonné encore vie à ce paysage urbain, qui est un paysage qui est très très beau et qui est une très très belle, en fait, qui est un très beau boulevard. Alors je sais que techniquement le périphérique est un boulevard avec des lois de propriété propres au boulevard, etc. Mais là, de fait, ça marche assez et c'est très beau d'être dans ce paysage un peu industriel, un peu ravagé. On ne sait pas complètement où on est. On flotte comme ça dans une idée de la ville. Ça a beaucoup de charme. Et alors moi, c'est mon grand projet de patrimonial. Je me suis toujours dit qu'il serait dommage aussi de jeter, comme Nul et Non Avenu, ces deux grands chefs-d'œuvre d'art de bâtir du XXe siècle, que je mets vraiment sans trop forcer le trait au niveau de Notre-Dame, peut-être pas de tout Notre-Dame, mais disons de l'arrière de Notre-Dame, le côté vraiment grosse architectonique extrêmement explicite, que sont la porte de Bagnolet et la porte de la Chapelle, qui sont de très très beaux objets urbains. Et c'est d'autant plus singulier, alors là c'est vraiment une petite provocation, et c'est vraiment dû à la situation politique et à la crise migratoire actuelle. Ces objets, de façon extrêmement bizarre, sont devenus habités de façon tout à fait antipathique pour les gens qui y habitent. Et c'est vrai que quand je vais courir là-bas, je cours au milieu des rats ou parfois au milieu des opérations de police qui visent à évacuer ce camp de Tantiglou, toujours reconstruit. Mais néanmoins, ces talus, avec ces pentes à presque 45 degrés qui montent autour des routes, ont un peuple d'habitants. Et de la même façon, j'ai découvert, alors pour ceux qui ont joué au dernier Zelda, Breath of the Wild, c'est tout à fait explicite, c'est quasiment la même chose. Le jeu commence, on est sur un plateau, et sous le plateau, il y a une sorte de grand colisée souterrain, une pièce circulaire dans laquelle on peut aller se battre contre un monstre si on veut gagner son épée. Et on retrouve exactement cette espèce de puits inconnu au centre de la porte de Bagnolet, de l'échangeur de la porte de Bagnolet, avec une sorte d'hémicycle, une sorte de colisée urbain complètement inconnu. Et au milieu, comme dans toutes les bonnes séries urbanistiques américaines, comme dans The Wire, on trouve évidemment un canapé, donc le lieu est peut-être habité, on ne sait pas, mais on ne sait absolument pas où on est dans une sorte de puits, de lieu de fabrication de la ville. C'est évidemment pas du tout satisfaisant de vivre là, mais c'est amusant que ces objets témoignent comme ça très légèrement d'un réemploi et d'un réusage. Donc il y a toute une sorte de mythologie comme ça, de mythologie qui est liée à ces endroits et qui fait que cette espèce de croyance enfantine que c'était là que la magie de la ville existe et je sais pas exactement si je peux continuer à parler ou si je suis dans les temps ou pas. J'ai pas regardé ma montre. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est de créer les lieux de contact et les interfaces, parce que il m'est arrivé, alors, expérience un petit peu pathétique. Un jour, j'étais très jeune, je devais avoir 20 ans, j'étais ivre-mort, je me suis endormi dans le métro, et je sais plus, je crois que c'était la ligne 7, et je me suis réveillé au terminus, et j'avais des sortes de réflexes très alcoolisés comme ça, il faut que je rentre à Paris. Et je me revois voir un panneau Paris blanc avec des grandes lettres comme ça fluorescentes sur un fond bleu et qui annonçait en fait le retour à Paris par l'autoroute. Je pense que j'étais à Bobigny a priori. Et je me suis engagé comme ça un jour sur une voie d'accès à une autoroute. J'ai heureusement compris très vite que c'était idiot et j'ai fait demi-tour et j'ai repris le métro. Et de la même façon, il m'est déjà arrivé, alors de façon purement accidentelle et tout à fait risquée, de prendre la Francilienne à vélo parce que je m'étais un peu perdu c'est tout à fait terrifiant, mais il y avait l'idée comme ça d'une reconquête et d'aller à un autre paysage, parce que c'est ça qui est assez, je finirai là-dessus, c'est ça qui est fascinant avec cette carte autoroutière de la ville, c'est qu'elle existe, elle est très prégnante, je la connais dans ma mémoire, elle est dans les mémoires de tous les urbanistes et elle est très très présente à tous les niveaux de la gestion métropolitaine. Et cette carte, bizarrement, et c'est ça peut-être qu'il faudrait préserver, parce qu'on imagine, comme je disais à l'instant, améliorer les interfaces, adoucir tout ça. Ce qui est très très fort, c'est qu'elle est tout à fait autonome. Il existe un Grand Paris autoroutier, c'est pas le Grand Paris des piétons, c'est pas le Grand Paris des cyclistes, c'est pas le Grand Paris des transports urbains, et il y a une sorte de feuilletage. Ça ne me déplaît pas, au final, qu'il existe un certain type de paysage qui soit réservé à des expériences autoroutières, quel que soit le type qu'on leur met. Il existe par exemple, je ne sais plus quelle ligne qu'on prend sous la Défense, une ligne de train, et qui est quasiment sur les coteaux de la Seine, du côté de j'oublie l'endroit, enfin on contourne tout Paris sur cette ligne. C'est un endroit absolument unique, on voit tout Paris tourner comme ça légèrement depuis les hauteurs des coteaux. C'est une expérience qui est vraiment réservée à l'usager de cette ligne. Je crois que c'est la ligne T du RER ou du Transilien. On ne l'a nulle part ailleurs. Et
elle est belle parce qu'elle est tournante et ça dépasse l'idée que ce soit une perspective, elle est très mobile. Et j'aime bien l'idée que les autoroutes, cette grande descente sur la N118, cette grande arrivée à Paris par Villejuif, ou même cet endroit où la 6 se ramifie et où on bascule dans un monde étrange de lampes à sodium, comme si on rentrait pas dans Paris mais à l'intérieur d'une orange. J'aime bien l'idée qu'il existe, enfin qu'il faudrait rendre justice à ces expériences et les laisser dans cette carte, parce que ça fait vraiment partie. On rêvait évidemment tous d'une ville habitable et d'une ville qui soit douce. Il ne faut pas non plus négliger, et les autoroutes jouent vraiment ce rôle qu'ont peut-être joué les gares au 19e siècle, l'idée d'un sublime urbain, quelque chose d'un peu intimidant, de pas tout à fait humain, qui, à titre personnel, moi, ça a été moteur. Et si j'aime autant Paris, c'est parce que Paris m'est apparu dans ces sortes d'épiphanie, d'hostilité incroyable et de grandeur. Et c'était lié à mon expérience autoroutière de la ville. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention, une très bonne entrée en matière qui nous a permis de rentrer dans la thématique et dans l'univers des villes à travers votre expérience et votre vision des infrastructures urbaines. Donc merci beaucoup. Alors, les externalités négatives, qu'elles soient la pollution ou les nuisances sonores, malgré ces externalités négatives, les autoroutes, les réseaux routiers urbains continueront à transporter des gens. Et cela restera un enjeu, même au XXIe siècle, de pouvoir continuer à transporter un maximum de personnes avec un minimum de voitures. La ville et les opérateurs de voirie peuvent s'appuyer pour cela sur de nombreux outils numériques, comme par exemple les applications de covoiturage ou encore les outils de régulation comme le Managed Lane. Cependant, une question reste et persiste, c'est comment optimiser ces axes. Et donc derrière, comment faire de ces réseaux routiers des réseaux innovants pour répondre à ces enjeux de mobilité tout en réduisant ces externalités négatives. Alors, on a tous en tête le boulevard périphérique, la 86, la Francilienne. Et quand on les imagine, c'est plutôt des voies congestionnées. Et donc, on a du mal à s'imaginer comment ils vont pouvoir répondre à ces enjeux de mobilité. Parce qu'ils continueront à transporter des millions de personnes sur ces voies et continueront à alimenter la ville. Alors, pour ça, pour imaginer ces axes dans le futur, le Forum métropolitain du Grand Paris s'est interrogé et s'est fixé ce challenge à travers la consultation internationale ouverte en 2018 sur réinventer les réseaux routiers en Île-de-France. Sylvain Cognier, je vais vous donner la parole pour pouvoir nous présenter plus en détail ce projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas donner les réponses aux questions que vous venez de poser, parce que les réponses elles seront apportées par les intervenants qui suivront. Moi, je vais plutôt essayer de vous décrire un petit peu comment cette question a été posée et pourquoi. Les externalités négatives, en fait, on a... C'est une chose, hein, la pollution sonore, la pollution visuelle, la pollution atmosphérique, évidemment. Mais le problème auquel se sont confrontés aujourd'hui les pouvoirs publics, on va dire qu'au Forum métropolitain du Grand Paris, je représente la globalité des pouvoirs publics, puisque c'est un établissement public qui réunit à la fois les collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales du Grand Paris, de toutes les strates, et qui, sur ce projet-là, a travaillé en lien étroit avec l'État, qui d'habitude est notre interlocuteur et qui là est venu autour de la même table. Le constat initial, c'était effectivement une situation des mobilités globalement problématiques et des mobilités routières congestionnées et source de pas mal de nuisances. Ces externalités négatives, mais tout simplement aussi le temps qu'on passe dessus, le manque d'efficacité des flux, un gouffre économique que ça peut représenter, le gouffre financier, et on a essayé de s'attaquer à ce problème-là. Et la genèse de cette consultation internationale, finalement, dans sa forme, alors ça sortira pas de cette salle, hein, je compte sur vous, c'est peut-être la polémique politique qu'il y a pu y avoir sur les voies sur berge. La ville de Paris avec sa méthode, a décidé de couper les voies sur berge. Et il y a eu un branle-bas de combat politique
évidemment chez les opposants, mais aussi chez les alliés politiques, maires de banlieue, même de la même couleur politique, qui lui ont dit que la méthode n'était pas très adaptée et que pouvait pas, même si elle était maire de Paris et qu'on avait la compétence, elle ne pouvait pas comme ça s'arroger le droit unilatéral et brusque de couper un axe magistral majeur, en tout cas sur lequel il y avait un flux important. Et d'où l'idée après de nous demander, à nous, Forum métropolitain, de réfléchir, mais cette fois tous ensemble, avec les acteurs tous concernés, c'est-à-dire l'ensemble des strates, à la fois les maires de banlieue, à la fois le conseil régional, les départements, l'État, sur le devenir du périphérique. Et nous, on a dit non. On a dit, nous, le périphérique, en tant que tel, bon, de toute façon, il n'y a que des coups à prendre politiquement. Et puis, surtout, c'est pas logique. Le périphérique n'est qu'un maillon, un élément d'un réseau magistral global. Le périphérique reçoit des flux de l'ensemble de l'Île-de-France et même de la France et envoie aussi des véhicules aux alentours. Et donc, on a contre-proposé de faire cette consultation internationale, mais sur l'ensemble du réseau magistral. Et d'ailleurs, ça a été la condition sine qua non pour pouvoir réunir le tour de table, assez unique d'ailleurs, que l'on a, c'est-à-dire l'État, je répète, l'État, la ville de Paris, la région, enfin pas tous, il y en a qui boudent, mais la plupart des départements, et une quinzaine d'intercommunalités. Avec 4 objectifs dans cette consultation internationale, 4 objectifs qui ont été mis dans le cahier des charges et auxquels les équipes, dont New Deal, dont on verra les propositions tout à l'heure, devaient répondre. Les 4 objectifs, c'était 1, de traiter la question des flux, parce que si on fait une consultation internationale, c'est pour se donner des idées sur ce que pourront devenir, comment on peut améliorer ces flux de personnes, de marchandises. Deuxième, c'est la lutte contre les externalités négatives qu'on a évoquées tout à l'heure. Comment faire en sorte que le réseau structurant, demain, soit moins polluant, soit moins bruyant. Troisième objectif, c'est comment mieux l'insérer. Et là, je crois qu'il y a pas mal de publics architectes ou en tout cas sensibles à ces questions-là. Comment mieux insérer ces infrastructures routières dans le paysage urbain. Comment éviter de reproduire ou comment soigner des situations qu'on peut voir notamment au début de l'autoroute A6 où il y a des communes qui sont coupées en deux par 150 mètres d'infrastructures routières qui des fois font que 2 quartiers d'une même ville ne peuvent même plus communiquer. Et dernier objectif, le 4e, c'était de ne pas nous faire de la science-fiction, de ne pas nous donner des merveilleuses idées mais irréalisables. Donc il fallait qu'il y ait une faisabilité temporelle et surtout financière, notamment par rapport aux fonds publics disponibles. Alors, l'idée, c'était quoi aussi? C'était de donner une double temporalité 2030-2050. Pourquoi? Et on le voit bien aujourd'hui. Regardez, dans l'actualité aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on ouvre un journal local, ou en tout cas francilien, dans lequel on ne nous parle pas du problème des trottinettes. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mobilité qui est disponible pour chacun d'entre nous, un usage qui est disponible. Donc c'est génial, on saute dessus parce que c'est pratique. Moi là tout à l'heure j'étais un peu en retard, je suis venu en trottinette. C'est drôlement bien, sauf que du coup on met les pouvoirs publics devant un usage auquel lui il n'a pas été préparé, ni en termes de réglementation, ni en termes d'infrastructure. Et donc ça pose des problèmes. Là on a essayé d'anticiper un peu les évolutions de demain. Quels seront les usages de demain, quels seront les besoins de demain, et comment on peut essayer d'anticiper, ou en tout cas de se donner une culture commune, nous, différentes institutions publiques, ayant toute une partie de la compétence dont la question concerne, comment on peut, 1, se mettre tous ensemble pour la première fois autour de la table, et 2, essayer d'anticiper ce que sera les mobilités de demain pour pouvoir nous commencer à travailler ou à influencer nos schémas de planification pour 2030, pour 2050. C'est pas évident de faire cet exercice-là, de mettre autour de la table Madame Pécresse, Madame Hidalgo, Monsieur le préfet de région, les départements, les intercommunalités, et de les faire tomber d'accord, non pas sur un projet précis, parce que ce n'était pas l'objectif, la consultation internationale n'est pas engageante, les résultats qui sont donnés ne sont pas forcément ceux qui verront le jour demain ou après-demain,
mais au moins de se donner une culture commune et de la partager, cette culture commune, aussi avec les habitants, aussi avec les acteurs économiques. C'est pas si évident que ça. Alors, pourquoi s'attaquer aussi, finalement, aux infrastructures routières? On est plutôt dans une époque où la route n'a pas bonne presse, la route, elle pue, elle pollue, et au contraire, on a plutôt tendance, si on faisait un sondage dans la rue, à voir les gens privilégier le développement des transports en commun, beaucoup plus d'argent sur les transports en commun. Sauf que les transports en commun, eh ben, on est un peu au bout de l'exercice. C'est-à-dire que on voit que quand on fait un métro, comme actuellement le Grand Paris Express, c'est toujours à des échéances un peu lointaines. On est sur, voilà, on espère que ce sera à peu près autour de 2030 qu'on aura ce nouveau métro, même s'il y aura des tronçons avant. Donc c'est très lointain et ça endette. Enfin, d'un point de vue économique, on est au bout de l'exercice. On ne peut pas relancer des chantiers comme ça. Et de toute façon, on sait très bien qu'en 2030, quand ce nouveau métro sera ouvert, il sera déjà saturé. Voilà. C'est-à-dire qu'on crée des nouvelles lignes et on sait déjà qu'elles seront saturées. Et donc finalement, l'axe sur lequel on a décidé de travailler ou sur lequel on prend conscience qu'il faut travailler, c'est ce flux, ce tuyau routier aujourd'hui, cette infrastructure qui est mal utilisée. Qui est mal utilisée parce que quand vous avez, aux heures de pointe, le matin, le soir, 400 km de bouchons. Pourquoi vous avez 400 km de bouchons? Parce que vous avez 1,1 à peu près véhicules par passager. C'est-à-dire que vous avez 2-3 mètres carrés d'emprise, avec toute la distance qu'il faut pour freinage, etc. Donc vous avez une emprise importante consacrée au transport d'une personne et avec la motorisation qui va bien, pour faire avancer 1 tonne de ferraille. Donc il y a du boulot à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'axe, c'est un axe qui n'est pas assez bien utilisé, ni en termes d'énergie, ni en termes d'efficacité, mais c'est le seul axe sur lequel on a vraiment énormément de marge de progrès à faire, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue énergie, d'un point de vue efficacité surtout. C'est pour ça qu'on a décidé de retravailler sur les routes, et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a pas mal de réponses importantes qui ont été faites. Ce qui nous a paru aussi important, et les équipes New Deal et les 3 autres ont vraiment joué le jeu par rapport à ça, c'est qu'on a cherché aussi à engager une sorte de révolution culturelle sur ce sujet-là. À la fois contrer la mauvaise réputation de la route, parce que si la route a mauvaise réputation aujourd'hui, c'est parce qu'elle est mal utilisée, c'est parce que ce qui est dessus est polluant et pas efficace, c'est pas parce qu'elle existe en tant que telle. Alors elle existe, elle n'est pas jolie, mais on peut l'améliorer, et de toute façon c'est le seul axe sur lequel on peut avoir une marge de manœuvre. Mais c'est essayer de faire une sorte de révolution culturelle aussi, pour que ce ne soit pas qu'une histoire d'élus ou de sachants. Donc on a fait une consultation internationale, on a demandé, alors il y a eu tous les grands noms de l'architecture et de l'urbanisme qui ont répondu à cet appel d'offres. Il y en a 4 qui ont été retenus, dont New Deal qui nous accueille aujourd'hui, à Léonard. Mais les pouvoirs publics ont souhaité aussi poser la question aux parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les acteurs économiques. Les parties prenantes, c'est les usagers. Pour, qu'ils donnent leur avis sur comment eux voient l'évolution de ces infrastructures-là, c'est-à-dire quels sont leurs besoins et comment ils pensent que leurs besoins peuvent être résolus. Et 2, c'est finalement, on est tous ensemble autour d'une révolution technologique, une révolution culturelle, et les pouvoirs publics ne pourront pas mener ces choses-là à bien si elles ne sont pas en amont partagées avec la population, avec le plus grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, on aurait pu se contenter de faire une consultation internationale, d'étudier dans nos bureaux, qui soient régionaux, de l'État, etc., les résultats, et décider de ce qu'on en ferait. On a souhaité faire une exposition au pavillon de l'Arsenal, qui est jusque fin août, vous pouvez aller la voir justement sur le résultat de cette consultation internationale, et on a souhaité aussi que cette exposition tourne sur les différents territoires du Grand Paris. Donc actuellement, elle est à Charenton, elle a été à Saclay, elle a été à Roissy, elle va tourner sur une dizaine de lieux comme ça pour aller chercher le public et faire réagir le public et faire prendre conscience au public de l'évolution souhaitable, nécessaire, mais de toute façon inéluctable
des mobilités et de cette infrastructure routière. Voilà. Je ne sais pas si, pareil, comme tout à l'heure, comme M. Bélanger, peut-être que je suis au bout de mon temps. Voilà, bah écoutez, c'était une bonne introduction, je pense, pour quelque chose de plus démonstratif après. Merci à vous. Merci beaucoup. En effet, une belle présentation du contexte. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'inviter une partie de l'équipe New Deal, donc David Mangin, mandataire de l'équipe, Carles Liop, architecte, et André Brotteau, directeur de la prospective chez Vinci Autoroute, et Jean Coldefy, qui vont nous présenter et nous éclairer sur la forme que ces réseaux routiers pourraient prendre dans le futur, à travers la présentation de la réponse Un New Deal pour les autoroutes du Grand Paris. Donc je vais d'abord laisser la parole à David Mangin, mandataire, qui va vous présenter la vision stratégique du projet. Bonjour, je vais faire court à la fois parce que c'est mieux, parce qu'on est plusieurs là. Donc je présente André Brotteau et Jean Coldefy qui faisaient partie dans le montage de l'équipe où il y avait c'est pas là, mais ce sera, voilà. Non, c'est pas là. Dans le montage de l'équipe, on s'est regroupé, donc il y a 4 équipes, comme l'a dit Sylvain Coignet tout à l'heure. Une équipe qui s'appelle Rogers, d'origine anglaise, une équipe autour de l'atelier Christian de Villers sur les mobilités, et une équipe c'est une paire de grands professionnels sur les questions de transport. Sylvain, le quatrième, Olos, voilà, mais les noms, c'est Richet, voilà, du but c'est Richet, voilà. Voilà. Donc, nous, notre équipe, on a essayé de faire 3 pôles. Un qui est avec beaucoup de spécialistes de la mobilité, donc rassemblé avec André Brotteau, Jean Coldefy, beaucoup de gens liés aussi à Léonard et des experts sur un peu tous les secteurs. Je ne vais pas en faire la liste complète ici. Il y a un catalogue aussi qui accompagne l'exposition, un très beau catalogue. Et après, il y a des architectes urbanistes comme moi, donc David Mangin de l'agence Sera, Carles Liop, avec qui on avait déjà répondu sur Marseille, la métropole de Marseille. Et puis il y a un 3e pôle avec Carlo Ratti, qui est plus branché sur des histoires de Smart City et d'évolution technologique. Alors je vais faire très court, mais en essayant de dire l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement de répondre à la question qui s'appuyait sur un livre blanc. Donc le forum métropolitain, c'est la métropole. La métropole, ce n'est pas la région, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas complètement l'organisation administrative actuelle. Et donc, à partir de ça, donc, autour de ce forum, donc, il y a eu à la fois donc, la consultation et puis des focus qui ont été définis. Donc le livre blanc, il donnait un certain nombre d'objectifs que je ne vais pas rappeler, mais dont évidemment l'essentiel, c'est cette affaire de congestion et de pollution et de temps. Donc comment arriver à débloquer cette situation. Comme Sylvain l'a expliqué, il y a effectivement l'antécédent où dans l'esprit de beaucoup des autorités locales, de l'ensemble de la région, voire au-delà, une stratégie centrifuge de la ville de Paris qui essaie de réglementer à partir, de prendre des mesures avec une efficacité certaine, et c'est un point de vue qui se défend tout à fait, de prendre des mesures, mais qui sont vécues comme des ondes successives à partir du centre pour des obligations ou des conséquences repoussant les problèmes, comme disent souvent les communes de proche banlieue, repoussant les problèmes au-delà. Et donc, je pense que c'est à partir de ça que, et notamment quand arrive la question du périphérique, de dire mais le périphérique ça appartient à tout le monde, c'est un sujet bien plus vaste que simplement un problème parisien. Et donc c'est à partir de ça qu'est venue cette demande. Alors nous on a essayé de réfléchir à partir de quelques principes assez simples, que je vais essayer de résumer là. Une démarche centripète, donc pas centrifuge, donc essayer de prendre les problèmes le plus en amont possible, à la source des problèmes. Et ça, c'est grâce à notamment André Brotteau, qui a fait beaucoup d'études depuis de nombreuses années, pour montrer que les gens viennent, il va l'expliquer lui-même beaucoup mieux que moi tout à l'heure, que l'essentiel de ces fameux autosolistes, qui ont été identifiés comme le gros problème, c'est-à-dire la personne qui vient de très loin seule dans sa voiture, contraint de prendre sa voiture parce qu'il n'est pas dans une offre de transport facile
de transport en commun facile, et même avec le Grand Paris Express, il ne le sera pas. Donc c'est la question de dans cette ville de 12 millions d'habitants, de quasiment la moitié de la population qui est au-delà des 6 millions, je dirais, qui, grosso modo, sont dans le réseau qui, à certains égards, est très bien fait dans le réseau de transport en commun actuel. Le deuxième principe, c'est de rester à peu près à infra constante, c'est-à-dire pas de démonter, comme Aurélien Bélanger l'a expliqué. Notre propos n'est pas, à la fois pour des raisons économiques, je pense qu'on n'est plus du tout dans la période où on pense pouvoir démonter des bretelles entières d'autoroutes, et à la fois aussi pour des raisons presque de patrimoine, et aussi parce qu'il y a un potentiel, il y a des inventions à faire, des transformations du réseau, qui est évidemment tout l'objet de la proposition New Deal, entre autres, de transformer le réseau, mais pas de le démolir et pas d'en rajouter. Alors, sauf exception, évidemment, il y a forcément l'adapter à un certain nombre d'objectifs qu'on va avoir. Troisième principe, qui a été assez partagé par tout le monde, c'est que le mirage de la voiture autonome n'est pas, nous on l'a pas pris comme une solution individuelle. Donc c'est une solution collective, de navette collective. Sinon, comme plusieurs personnes le disent maintenant très fréquemment, on va avoir des embouteillages de voitures autonomes, mais on ne va pas résoudre le problème de la congestion et de la pollution. Donc ça, c'est un principe relativement important. Quatrième principe, finalement, en se consacrant beaucoup de temps finalement, sur le réseau autoroutier, peut-être on ne traite pas la totalité du sujet routier de l'ensemble de l'Île-de-France, mais on a une capacité de levier assez forte parce que les fameux problèmes gouvernance-projet, faut-il commencer par la gouvernance, faut-il commencer par le projet, là, on est un réseau sur lequel l'État à la main. Donc on a beaucoup moins de problèmes, on a beaucoup moins d'excuses, on pourrait dire, pour ne rien faire, sous prétexte qu'on n'a pas la bonne gouvernance, puisqu'on peut avoir la maîtrise de ce réseau-là relativement facilement. Après, faut-il avoir les moyens et les objectifs pour le faire, mais au moins c'est assez clair et ça donne des perspectives relativement faisables. Donc rapidement, quel est notre principe ? Je vais arriver. Alors voilà, André a fait ce tableau-là, il le réexpliquera peut-être tout à l'heure. Comme je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui connaissent assez bien les questions de mobilité, évidemment, on peut agir pour transformer la circulation, pour parler clairement, avec beaucoup de leviers. On peut changer les vitesses, on peut changer les véhicules, on peut changer l'espace, on peut réguler avec l'argent, etc., etc. Nous, on a essayé de trouver la solution la plus socialement acceptable et la plus rapide possible qui puisse être mise en œuvre. Et pour ça, quand vous voyez les petites croix, c'est principalement de se mettre avec des bus à haut niveau de service sur les autoroutes, qui est une solution qui est acceptable, expérimentée. On connaît l'exemple de Madrid. Madrid, 6 millions d'habitants, a un réseau entièrement structuré comme ça, avec des bus qui ramènent au pôle de transport sur toutes les autoroutes de la région madrilène. Et donc on a une capacité de faire ça relativement facilement à partir du réseau existant et évidemment avec des tas de mesures d'accompagnement sur la vitesse, etc. Mais c'est celui-là qu'on a essayé de tester et d'évaluer en disant est-ce que si on fait ça, qu'est-ce qu'on va gagner en mettant beaucoup plus de monde par fil et est-ce qu'on va faire baisser le trafic dans la partie intérieure. Donc on a 3 étapes qui ont été données par le Forum, 2024 les Jeux Olympiques, 2030 et 2050. Et donc c'est à partir de ces 3 étapes que c'est des choses que vous pouvez voir aussi sur le petit film qui passe à l'Expo et qui a été installé ici. Donc aujourd'hui, 2000 passagers heure avec ce problème des fameux autosolistes. Si on arrive à mettre des bus sur des voies réservées, 4000 passagers heure. Puis si on commence à pouvoir mettre des navettes autonomes, 8000 passagers l'heure. Et puis jusqu'à 2050 avec un système qui peut arriver à 16 000 passagers l'heure. Donc on voit qu'on peut diviser par 4 le trafic sur la zone dense avec un système comme celui-là.
Alors ça veut dire quoi? Ça c'est un exemple par exemple d'un faisceau. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont bien au-delà de la région. Hein. Ce que démontrent André et Jean Coldefille, c'est que ça vient de très très loin. Et c'est d'ailleurs même peu connu des services eux-mêmes de l'État qui sous-estiment, qui sont toujours même eux-mêmes dans leur périmètre de la région. Là, quand on discutait avec la DRIOA, on a eu ce sentiment l'autre jour. Et donc en fait, ça veut dire qu'il faut rabattre les gens qui habitent les bourgs, les villages, tout cet étalement urbain qui se passe très très loin au-delà de la région. Il faut qu'ils puissent aller, alors ils vont avec leur voiture, avec des parkings relais, ou ils vont avec des vélos électriques, ou ils vont avec d'autres types de véhicules. Et là, ils laissent leur voiture. Et il y a des bus à haut niveau de service. Des bus à haut niveau de service, c'est quasiment comme le métro aux heures de pointe. C'est-à-dire, vous voyez arriver le suivant sur la route. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est qu'ils puissent aller vite et donc qu'ils s'arrêtent relativement peu. Donc ce n'est pas n'importe quoi les bus au niveau de service. Ce n'est pas des bus comme vous pensez, des bus que vous allez prendre en sortant d'ici. C'est des bus qui foncent. Et c'est des bus qui ont une fréquence très, très, très rapide. Et donc qu'est-ce qu'on peut espérer avec ça? C'est qu'on a un gain de temps, une sécurisation du temps, un confort et un gain d'argent. Pour faire monter aujourd'hui les autosolistes, alors évidemment il y a tout un discours sur mais les gens ne vont pas quitter leur voiture, ils aiment bien leur voiture, c'est pas la même chose de monter dans un car. Il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre d'avantages très concrets qui sont l'argent et le temps principalement, et le confort qui fait qu'on arrivera à mobiliser, et évidemment les enjeux de santé publique sur lesquels les gens ne sont peut-être pas si mobilisés que ça, mais dont ils commencent à être de plus en plus mobilisés, et les jeunes notamment, et notamment la génération d'après, peut-être les gens qui sont dans cette situation aujourd'hui. Donc il y a 3 étapes, là, je ne sais pas, elle est un peu mangée, là. Je pense qu'André va arriver dessus. Donc il y a 3 étapes successives, mais André va expliquer ça très bien tout à l'heure. Et alors quand on arrive là, ça c'est un plan avec le périphérique, la 86, la francilienne, incomplète, comme l'a dit Aurélien tout à l'heure sur la partie ouest, et notre idée, c'est de faire arriver les gens aux places centrales. Ce qu'on appelait dans notre jargon les places centrales, c'est les hubs où il y a RER, futures stations du GPE, et aussi très grands centres commerciaux qui sont des motifs de déplacement très très importants. Donc arrivant là, eh bien, vous êtes dans le réseau du transport en commun. Alors le transport en commun s'élargit, puisque d'une certaine manière, l'autoroute urbaine devient une autoroute, on change le paradigme, comme on dit, puisque l'autoroute urbaine devient quelque chose qui a un transport en commun très régulier sur lui. Donc c'est ça la grande transformation qui est proposée. Et donc aussi un des gros intérêts d'arriver sur ces hubs-là, sur ces places centrales-là, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire, qui est un des grands reproches de ces dernières années aussi, outre la stratégie parisienne, c'est que le Grand Paris Express ne peut pas desservir les gens qui sont au-delà, voire bien au-delà du Grand Paris Express. Donc je finis en 2 minutes. Donc on arrivera sur les places centrales, et c'est donc, comme beaucoup de gens s'intéressent ou s'inquiètent de la fréquentation ou du succès d'un certain nombre de gares du Grand Paris Express, pouvoir amener des gens, les 6 millions qui sont au-delà aux gares du Grand Paris Express et les mettre dans le réseau, c'est aussi une des conditions de réussite du Grand Paris Express. Voilà, donc ça veut dire, par exemple, alors là je vais assez vite sur quelques exemples, transformer, ça c'est Rosny 2 par exemple, qui est un gigantesque centre commercial et qui peut devenir un quartier complet avec l'arrivée d'une voie New Deal, puisque dans notre expression, les voies New Deal, c'est donc des voies qui portent les transports en commun. Ça c'est la 6 et les transformations multiples qu'il peut y avoir sur la 6. Un mot sur le périphérique. Je pense que ce que montre cette étude, enfin j'espère que c'est ce qu'elle va permettre, c'est que la discussion sur le périphérique qui s'engage, notamment dans le cadre des élections municipales, mais pas que, sortent simplement d'un raisonnement purement l'anneau lui-même. Et donc, pour discuter d'une évolution du périphérique, il faut discuter et engager les conditions qui vont faire baisser le trafic sur le périphérique. Sinon, c'est vraiment purement... c'est s'amuser avec ça, ou c'est de l'électoralisme et de la surenchère. Donc la première des conditions, c'est d'avoir un système, notamment celui qu'on propose, New Deal, qui permette de diviser à 50-50
la part du trafic, à moins 50%, la part du trafic quand on va arriver sur le périphérique. C'est ce que démontrent les petits calculs qu'on a faits. Alors après, on a essayé de trouver une solution qui permettrait non pas de faire un boulevard urbain au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire 2 allées, et puis un peu comme le boulevard des Maréchaux aujourd'hui, mais plutôt de faire une chose plus intéressante qui consisterait à, si on peut récupérer 50%, c'est laisser en trafic le boulevard, les voies extérieures actuelles, en les consacrant à des navettes circulaires, tout ça c'est une hypothèse 2040, disons, avec deux fils de navettes, du fret ou des circulations particulières qui arrivent au milieu, et on récupère toutes les voies intérieures pour avoir une bande de 15 mètres sur laquelle on peut avoir un vrai véloroute et le rattacher surtout à l'ensemble de la ceinture verte qui est du côté des HBM, c'est-à-dire entre les Maréchaux. Donc on a une proposition beaucoup plus généreuse, me semble-t-il, une vision qui peut être construite par différents chemins, mais qui permettrait d'avoir des situations. Aurélien parlait du grand virage de la Villette, il parlait d'un certain nombre de choses comme ça, et ça, bon, là, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais on a fait plusieurs vignettes, voire un petit album que vous pouvez voir affiché à l'expo, qui montre toutes les situations très riches qu'on pourrait trouver sur un périphérique transformé de la sorte, sous condition, évidemment, d'avoir fait baisser le trafic. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup David d'avoir posé cette vision stratégique et les grandes lignes du projet. Donc dans les 20 minutes que nous avons, nous allons avoir donc une intervention d'André et je pense en binôme peut-être avec Jean sur la partie déclinaison opérationnelle, les actions qui vont être menées pour parvenir à ce tel résultat. Et ensuite Carles sur les effets sur la ville. Vous avez les micros. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc cela a été dit, parmi les 4 urgences, j'insisterai sur l'une, c'est la première, l'occupation de l'espace. Je crois qu'implicitement, ce que nos concitoyens nous reprochent, depuis 4 générations, en gros, c'est « vous avez transformé la ville pour l'adapter à la voiture, quand donc allez-vous nous rendre quelques mètres carrés de bitume ?» Je crois que derrière les oppositions à tous les projets de contournement et autres, il y a quelque part, de manière plus ou moins explicite, cette idée-là. Donc l'occupation de l'espace est un problème, et comme cela a été dit, on peut bien évidemment constater que les voies structurantes d'agglomération, c'est un actif de 1500 km, plein de vide, et un potentiel énorme. Sur la file que vous voyez à droite, vous voyez en gros un autocar, ça prend la place de 2 voitures et en heure de pointe, ça transporte 20 à 30 personnes, voire 40, soit l'équivalent de 20 ou 30 voitures. Alors, cela a été dit, on est parti d'une démarche centripète et non pas d'une démarche centrifuge. Alors, il faut partir bien sûr on avait autour de la table, et on a autour de la table, les services de l'État sur le plan technique, les services de la région Île-de-France et les services de la ville de Paris. Certains travaillent plutôt avec l'enquête globale de transport, d'autres plutôt avec un modèle, mais il fallait un peu aller sur tous ces terrains-là. Alors, les 41 millions de déplacements que font les 12 millions de franciliens, vous avez là, il y en a 17 millions en bleu, en marche à pied et vélo. Tout ce qui est en voiture, les 15 millions sont en orange. Et j'ai découpé en 2 ce poste-là, les déplacements courts, c'est le gros segment, et les déplacements de plus de 10 km, c'est le petit segment orange en haut. Et pareil pour les transports collectifs, 9 millions environ, les déplacements courts sont en bas, et les déplacements longs, c'est le petit segment qui sort du camembert. Quand on dimensionne des réseaux, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de déplacements, c'est les kilomètres parcourus. C'est comme ça qu'on dimensionne tous les réseaux. Et donc, il faut regarder les distances parcourues. Et là, les 12 millions de franciliens font 180 millions de kilomètres. Mais nos 2 petits segments qui représentaient à peine 5,4 millions de déplacements, ils génèrent 60% des besoins de transport. Et ça, en général, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez, pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, c'est vrai partout dans le monde, mais c'est particulièrement vrai en France, la vision que l'on a de la ville idéale, c'est ça. C'est des grappes de proximité, c'est la ville des courtes distances, c'est tout ce qu'on fait pour aller à l'école, pour faire les courses, et pour un tiers d'entre nous, pour aller au boulot. Les 2 autres tiers, ils vont beaucoup plus loin. Alors, l'autre réalité, c'est ces flèches vertes qui montrent d'où viennent les actifs qui viennent travailler à Paris et en Proche-Couronne.
Alors là, on a pris une seule destination, Paris et l'approche couronne, mais si on prenait les villes nouvelles, Roissy, etc., on obtiendrait les oursins dont les pointes sont entremêlées du schéma en bas à droite, et qui est quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a à gauche. Et on a là, je crois, en France, un problème énorme. Il faudrait changer de focale, parce que trop souvent, les politiques publiques, au motif que ce qui est bien, c'est ce qui est à gauche, orientent les systèmes de transport vers ça, c'est-à-dire du tramway, du bus, du vélo. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, il faut s'en occuper. Mais ce faisant, on laisse de côté la partie droite. Alors, les offres de transport, Sylvain Coignet l'a dit, je ne détaillerai pas ce schéma, qui dit simplement ce qu'il a résumé. En 2030, le Grand Paris Express sera saturé. C'est-à-dire qu'il aura tout juste avalé l'augmentation de la demande de transport. Alors, je reviens sur ce schéma juste pour dire que si j'ai grisé les colonnes de gauche, c'est parce que si on est 50 dans cette salle, il y aurait 50 façons différentes de remplir ce tableau. Certains diraient ce qui est important, c'est le télétravail. D'autres diraient mais non, c'est la tarification. D'autres, c'est le système vélo. Ce n'est pas ça le sujet. La question, je pense qu'on est d'accord sur 2 points. L'un, à l'horizon 2050, on a beaucoup de solutions qui sont susceptibles de marcher. Si par contre la question est qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, là il y en a beaucoup moins. Et donc le vrai sujet, c'est dans quel ordre on prend les différents leviers en fonction de leur degré de maturité technologique ou de leur degré d'acceptabilité sociale. Alors, notre démarche est partie d'une intuition. Si on se met sur une autoroute radiale juste avant la Francilienne, un matin, la question que l'on s'est posée, c'est et s'il suffisait d'offrir une alternative à la voiture à un petit nombre de ces automobilistes-là pour faire baisser la pression. Faire baisser la pression, ce qui veut dire permettre de récupérer une voie sur les grandes radiales, au moins au voisinage de la Francilienne, pour commencer à fermer des robinets. Et puis engager un cercle vertueux. L'idée de base, c'était ça. Et donc ici, on a représenté pour les... Il doit y avoir en tout 2000 communes, là, en bleu, les flux, les navetteurs qui habitent dans les communes bleues et qui vont travailler dans la zone blanche, c'est-à-dire en gros la Francilienne. Il faut que vous sachiez qu'il y en a 300 000 de navetteurs. Alors évidemment, ils ne passent pas tous en 1 heure, hein, ils passent sur 4 ou 5 heures le matin. Et sur ces 300 000, il y en a 220 000 pour l'Île-de-France et 80 000 hors Île-de-France, que l'on oublie en général, parce que ceux-là, ils ne sont pas dans l'enquête globale de transport. Or, ce sont les plus longs. Et donc, ce phénomène, il est massif, il est isotrope. Vous voyez que l'on soit au nord ou à l'ouest, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Ce phénomène dépasse l'Île-de-France. Les portées moyennes, vol d'oiseau, 33 km, ce qui veut dire qu'en réalité, ces gens-là, ils font à peu près 40 à 50 km le matin et autant le soir. Et quand on regarde ce que pèse en matière de circulation domicile-travail ces 300 000 navetteurs, eh bien, c'est 36% de la consommation de transport générée par le domicile-travail. C'est-à-dire petit nombre, gros effet. Et ça, on l'a vérifié avec l'enquête globale de transport et avec le modèle de l'État. Alors du coup, on a dit, eh bien, on va actionner les leviers en fonction de leur degré de maturité. Et donc, vous voyez, à court terme, on s'est dit, bon, ben, au fond, il y a quelque chose qui marche bien dans les pays nordiques, qui marche bien aussi à la station RER de Rueil-Malmaison, c'est le rabattement en vélo. On peut faire, même si on n'a pas beaucoup de place, des parkings vélos de 200, 400 places. Ça ne prend pas une place énorme, ça ne coûte pas très cher, ça peut être fait rapidement. Et on a proposé de créer 60 000 places sur les 320 gares de Transilien de Grande Couronne. Ce qui marche aussi, David l'a dit, c'est le bus express classique, puisqu'on sait dire, ben, écoutez, allez donc à Madrid, et vous verrez là-bas, il y en a 800 000 qui font tous les jours 17 km avec ce mode-là. Et puis bien sûr, la mesure phare pour la première phase, c'est l'inclusion par le service, et avec des cars express et du rabattement vélo. Sur la deuxième phase, c'est la deuxième colonne, on va faire appel là au Grand Paris Express, au système vélo, et évidemment à tout ce qu'on peut faire, mais Jean en parlera mieux que moi, en matière d'intégration tarifaire et servicielle. Donc il faut rendre le transport collectif désirable. Et enfin, en 2030 et après, on va faire appel aux technologies du véhicule à conduite déléguée, des navettes collectives, et aux régulations par la tarification.
Voilà, donc là, je vais passer rapidement. Alors, vous avez ici un exemple de mode de simulation par l'État de la première phase, avec les flux qui traversent la francilienne, les allègements qu'ils génèrent. Alors, que se passe-t-il? Quel est l'objectif? Eh bien, progressivement, c'est de récupérer une voie sur les 500 km de voies rapides qui sont à l'intérieur de la francilienne, à gauche, pour les affecter au mode collectif et partagé, comme il y en a un petit bout ici sur cette voie, et afin de bénéficier d'une massification. Ceci dit, si on ne fait que ça, on n'a pas récupéré 50% des voies. Et donc, il faut actionner à ce moment-là le dernier outil auquel on n'a pas fait appel, c'est la tarification, hein, la redevance d'usage, qui permet d'inciter, à partir du moment où tous ont une alternative à la voiture, qui permet de les inciter à passer des deux voies de gauche à la voie de droite. Et c'est comme cela qu'à l'horizon 2040, on n'a pas fixé d'horizon, hein, on arrive à libérer la moitié des capacités. Ah, ça, c'est... Non, mais je vais ajouter quelques mots assez rapidement. Sylvain Conny l'a parfaitement introduit. L'objectif, il est pour les pouvoirs publics d'adresser les enjeux collectifs que sont la place occupée par la voiture dans les centres d'agglomération, permettre aux gens de se déplacer pour aller de A à B. Et le troisième objectif, c'est effectivement aussi les enjeux climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On l'a vu avec les épisodes de forte chaleur qui devraient malheureusement se multiplier. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que André l'a parfaitement illustré. En fait, ce qui est dit là, c'est que certes, il y a du transport public, ces infrastructures sont longues à mettre en place. Avec le système de financement que nous avons aujourd'hui en France, ça coûte très cher. Donc le Grand Paris Express, ça va générer 1,5 milliard de dépenses supplémentaires d'exploitation tous les ans à Île-de-France Mobilité. Qui va payer? C'est une question qui n'est pas encore résolue et qui est un vrai problème. Moi, je suis assez convaincu que c'est l'usager qui devra payer parce qu'en fait, il paye de moins en moins et pas assez cher, contrairement à tous les débats sur la gratuité qui sont un petit peu un leurre. Parce que si vous voulez que votre ville fonctionne, il faut effectivement avoir des moyens alternatifs à la voiture parce que la voiture occupe énormément d'espace public et que ce n'est pas tenable. Voilà. Ça, c'est le premier point sur l'enjeu. Donc le report modal, il va aussi passer par la route, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est assez rapide à mettre en œuvre. Ça ne prend pas 10, 15 ou 20 ans. Et à des coûts qui sont quand même nettement plus supportables. Le programme qu'a décrit André, c'est 6 à 7 milliards d'euros d'investissement. C'est à peu près ce qu'on met sur les routes sur un contrat de plan, me semble-t-il, en Île-de-France. Donc c'est pas inatteignable, pardon. Ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 2. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Au bout d'un moment, et comment est-ce qu'on le finance est une autre question. Donc le report modal passera par la route, juste pour vous illustrer d'où on part. Je regardais le bilan qualitatif d'Île-de-France Mobilité fin 2018. L'ensemble des places de parc relais aujourd'hui pour garer votre voiture et prendre un autre mode, que ce soit un RER ou demain un car express d'André, c'est 15 000 places en Île-de-France aujourd'hui. 15 000 places. Il y a 3 millions de voitures en circulation tous les jours en Île-de-France. Sur les stationnements vélo Véligo, 4 900 places. Sur les 300 gares du RER, 4 900 places. Donc vous voyez d'où on part, c'est pas x10 qu'il faudrait, hein, c'est x50 ou x100. Donc on a une vraie révolution à faire sur le sujet. Et le dernier point, effectivement, ça va être comment est-ce qu'on finance tout ça, quelle est la tarification. Valérie Pécresse indique assez régulièrement dans la presse que avec les nouveaux outils numériques, elle reviendra à une tarification à l'usage des transports en commun et non plus au forfait, qui ont totalement ruiné l'économie des transports en commun dans ce pays. Et donc, ça sera beaucoup plus à l'usage. On reviendra à ce qu'on se faisait avant dans les années 70, où on était un peu plus raisonnable, on va dire. Et il est vraisemblable aussi qu'on soit amené à tarifer de manière intégrée l'ensemble des mobilités, y compris l'usage de la route.
y compris l'usage de la route, pour pouvoir à la fois financer ce programme-là, c'est ce que font toutes les villes du nord de l'Europe, et puis, j'allais dire, induire un signal prix sur l'usage de la voiture. Carles, un éclairage sur les effets et l'impact sur la ville, peut-être? D'accord. Julio Cortázar, non, quand il a été interrogé qu'est-ce que c'est un pont, il a répondu les personnes qui traversent un pont. Qu'est-ce que c'est une ville? Ce n'est pas seulement les voitures ou ce n'est pas seulement les gens, c'est un conjoint d'habitabilité, activité, mobilité. HAM. Et alors, quand on pense avec ce type de logique, l'autoroute, ce n'est pas seulement un espace ou une infrastructure où roulent des voitures ou des navettes ou même des solutions technologiques. Les autoroutes sont un très bel atout dans les métropoles et mégalopoles contemporaines pour repenser, pour refaire, pour régénérer nos infrastructures pour la vie. Ça veut dire que les 105 km ou les 1000 km, je ne sais rien, de la région Île-de-France ou du Grand Madrid ou de la Grande Barcelone ou de Moscou, elles doivent être repensées du point de vue métabolique et du point de vue de l'enjeu d'engagement pour les grands défis de la planète. Elles doivent être repensées pas comme une solution à déménager, mais comme une solution à mettre en réseau avec tous les autres réseaux d'infrastructures. La ville contemporaine, la ville de demain, c'est la même. C'est-à-dire on va travailler sur les transformations ordinaires, évolutives de la ville. C'est pour ça que dans le modèle qu'on vous présente, moi j'aimerais bien dire, ce n'est pas une carte, ce n'est pas une vision finaliste d'un réseau complet avec je ne sais pas combien de hubs intermodaux. C'est une vision prospective qui commence déjà quand à Ouli, les Oulis ou à Brie-sous-Forges, on commence à penser à un relais qui a des services. Ou quand dans les bourgs ou dans les villages, on commence à porter les services mobilité là où il y a les problèmes. C'est-à-dire mettre à disposition, mettre la mobilité à disposition. Et c'est pour cela que prendre un vélo ou aller à pied, ça doit être le début de comment penser les réseaux. Et alors, les points, les espaces, les infrastructures où il y a l'intermodalité, les changements, il doit s'approcher aux gens. Parce qu'autrement, ça va être très compliqué de lutter contre les besoins des gens, de bouger, de se déplacer. Donc, il faut apporter les services là où il y a les défis. C'est pour ça que nous, on a voulu aussi parler des places métro-villageoises. C'est-à-dire dans cette mégalopole qui, moi j'aimerais bien la conserver plutôt comme une ville mosaïque à plusieurs situations, une hétérogénéité brutale des situations d'habitat, c'est bien considérer que chacun à sa place a besoin de cette mobilité et donc les réseaux s'est approché tous les services aux gens là où ils habitent, où ils travaillent, où ils font les choses. Les places métro-villageoises, c'est conserver cette métropole à partir des points où on peut faire le covoiturage, on peut accéder à un relais, on peut utiliser ces relais, mais aussi des services qui polarisent ou qui se construisent autour, ou bien considérer par exemple la 6 plus comme une autoroute traditionnelle, mais comme un grand multiplex. Vous savez que dans le monde du numérique, le multiplex, c'est un canal qui permet de transporter plusieurs flux. Et c'est ça la mobilité. Ce n'est pas seulement le déplacement. La mobilité, c'est l'accès au flux de biens et services, d'infos et communications et d'altérité. Et donc ça veut dire que réduire la congestion, ça passe aussi pour dire diminuer le nombre de voitures autosolistes, mais aussi augmenter les transports en commun. Et je n'ai pas dit les transports en commun publics, c'est-à-dire toutes les solutions de transport qui permettent d'utiliser l'infrastructure de la ville. Donc la ville de demain, c'est déjà la ville d'aujourd'hui. Et dans notre proposition, ce qu'on propose, c'est une multiplicité d'échelles d'infrastructures, de points services, commençant pour les places métro-villageoises, les places centrales et aussi tous les grands réseaux, la transformation des réseaux pour mettre en réseau. Mais quel réseau? Les infrastructures ou les voies rapides ou les voies réservées? Non, le réseau de mobilité des gens que nous utilisons plusieurs façons de croiser nos services de mobilité. Le Grand Paris va être déjà surchargé quand il va être en fonctionnement.
Oui, mais peut-être s'il y a plus de constellations de mobilité, peut-être on va diminuer ça et donc on va profiter mieux les investissements publics, les grands investissements publics pour faire le mieux à chacun, aux familles, aux citoyens qui habitent ce grand type de métropole que j'aime bien de penser, ce ne sont pas des mégalopoles dans le sens de taille ou d'échelle, ce sont des villes mosaïques à plusieurs représentations et utilisations de comment est-ce qu'on bouge et comment on se déplace. C'est pour ça que les cartes, ce sont une représentation qui approche une vision. Mais plutôt que petites actions ou grandes actions, c'est mieux des actions qui font structure et qui évoluent positivement avec la possibilité des investissements, avec la capacité d'un mot-clé qui est l'organisation, qui est le principe de tout écosystème, organisation. Et pour ça, il faut faire aussi la pédagogie des changements. Et quand on voit une voie New Deal, moi j'aime bien penser que c'est aussi la pédagogie qui nous approche à une utilisation plus forte de ce qui est en commun, en payant ou pas. Ça va être aussi une question aussi de modèle, non? Mais parce qu'à la fin, on paye tout, non? À travers les impôts ou à travers le paiement direct. Mais ce qui est important, c'est renforcer une idée d'organisation pour faciliter la transformation du renfermement d'une métropole, d'une région comme la région Île-de-France. Merci bien. Oui, juste un complément, parce que ça, effectivement, l'Île-de-France, c'est une mosaïque de situations extrêmement différentes. Ce qu'André a expliqué aussi, c'est que les flux longs sont les plus importants en termes d'occupation de l'espace public de voirie. Et il y a des dynamiques aussi démographiques qui font... Vous regardez la commune de Paris en 50 ans, elle a perdu pas loin de 400 000 habitants. On a des augmentations très fortes en périphérie pour des tas de raisons économiques, parce que il y a des concentrations des emplois, il y a les effets du prix de logement, etc. Et ça, vous trouvez ça dans toutes les métropoles et grandes villes en France. Et donc, quelque part, une ville-centre qui concentre 40% des emplois, je prends Paris et la Défense, elle a pratiquement une responsabilité morale vis-à-vis des autres territoires pour assurer l'accessibilité. Donc vous voyez bien que les débats actuels sur le périphérique, moi je les trouve assez navrants si vous voulez, parce qu'on oppose les territoires les uns aux autres. Quand on dit la gratuité aux petits Parisiens, ça veut dire que les petits banlieusards, eux, n'ont pas droit à la gratuité. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équité territoriale, de solidarité, de responsabilité et d'organisation du système, organisation au sens collectif. Voilà. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut vraiment avoir en tête. 80% des usagers du périphérique parisien ne sont pas des Parisiens. Et pourquoi les gens prennent leur voiture? Parce qu'ils n'ont souvent pas d'alternative. Il faut arrêter de culpabiliser la population là-dessus. Il faut regarder l'offre de transport en commun, par exemple, sur la moitié ouest de Paris. Pour accéder à Paris ou à la Défense, les solutions ne sont pas viables, soit parce que l'offre de transport en commun n'est pas là, soit parce que le parc relais n'est pas là, etc., etc. Et donc, il faut construire tout ça. Et je pense qu'effectivement, la mobilité, c'est des flux, ça dépasse largement les échelles territoriales. Et donc, la démarche du Forum métropolitain du Grand Paris, je la trouve assez exemplaire à ce titre-là, parce que c'est vraiment réunir les acteurs pour dire on a un problème commun, et non pas chacun qui cherche à résoudre son problème pour ses habitants. Alors que si Paris veut résoudre ses problèmes de pollution, de circulation, c'est en s'adressant d'abord à ceux qui viennent de loin et qui n'ont pas de choix aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces interventions très éclairantes sur le devenir de ces réseaux routiers. On va prendre 2-3 questions. On les prend tout de suite et on vous laissera ensuite répondre aux 2-3 questions qu'on aura saisies. Une première intervention ici. Et juste point de méthode sur les questions, si vous pouvez vous présenter et faire très vite, on a pris un peu de retard. Donc, tout à fait. Léo Landau, bonjour et merci pour cette présentation. J'ai une première interrogation sur l'histoire que les automobilistes n'auraient pas le choix. C'est sans doute globalement vrai en banlieue, mais malgré tout, il y a un chiffre, une notion que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai plus le chiffre en tête, qui montrait que la majorité du trafic automobile à l'intérieur de Paris, à l'intérieur des boulevards Maréchaux, est le fait de Parisiens, d'habitants de Paris qui déplacent dans Paris pour aller à un autre point de Paris. Donc ça, c'est un peu interpellant.
Cela étant, ma question, c'est mon autre question, c'est sur les gares, sur les places centrales. Est-ce que vous avez regardé comment, plus en détail, comment s'articuler l'intermodalité sur les places centrales que vous avez identifiées? Quels aménagements sont nécessaires? Par exemple, est-ce que vous pouvez illustrer ça sur l'exemple de Pleyel, par exemple? Comment sur Pleyel, si ça a été étudié, on rabat, une fois que les gens sont descendus du car, à quel endroit? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils rejoignent les autres modes de transport sur Pleyel, par exemple? Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle avant de vous laisser la parole pour y répondre? Eh bien non, je vous laisse la parole. Non, juste sur la première question, vous regardez l'enquête ménage-déplacement, elle est très claire sur que font les Parisiens en termes de circulation automobile. L'essentiel des flux dans Paris ne sont pas le fait de Parisiens. Les actifs parisiens ont la part modale, c'est-à-dire que le nombre de déplacements réalisés en voiture qui est de 20%, c'est la plus faible de France, je pense d'Europe, parce que Paris a le réseau de transport en commun le plus dense du monde. Donc vous regardez les données statistiques de l'enquête ménage-déplacement, l'essentiel des flux en voiture dans Paris ne sont pas le fait de Parisiens. Premier point. Ceci dit, il y a aussi des usages excessifs de la voiture, puisque dans à peu près toutes les villes d'Europe, la moitié des déplacements de 2-3 km, pas inférieurs à 3 km, 2-3 km, se font en voiture. Ce qui veut dire que tout n'est pas reportable forcément, mais on a des marges de manœuvre aussi là-dessus. D'où l'intérêt du vélo. Sur les places centrales ? Juste, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'usagers qui ont le choix. C'est pour cela que nous avons, distingué une première phase qui cible principalement les usagers de la Grande Couronne, ceux qui prennent la voiture, pour lesquels un grand nombre d'entre eux n'a pas de choix raisonnable en termes de temps passé, de possibilités de stationnement à proximité de la gare ou tout bêtement d'existence d'une gare. Et la deuxième phase où j'écrivais, il faut rendre le transport public désirable, parce que dans la deuxième phase, on va cibler non pas les flux de la Grande Couronne vers le centre, mais les flux à l'intérieur de la francilienne. Et là, pour beaucoup d'entre eux, ils ont effectivement le choix. Et s'ils ne prennent pas les transports publics, c'est peut-être que ces transports publics ne sont pas suffisamment désirables, soit en termes de fiabilité du temps de parcours, de confort, de place assise, de Wi-Fi, enfin bref, voilà. Et donc, je pense que nous devons effectivement d'abord cibler ceux pour lesquels on a eu le phénomène des gilets jaunes, qui est réel, il faut s'en occuper, et ensuite rendre le transport désirable, et enfin, dans un troisième temps, on peut actionner d'autres moyens. Peut-être pour ajouter, si on parle d'un pass de mobilité universelle, les places centrales devraient être l'exemple plus concret de comment articuler tous les modes de transport, toute la possibilité de concentration des services, non, au niveau des gens, soit commerciaux, soit de santé, soit d'autres types de services, mais maintenant de faciliter la lisibilité d'infos. Ce qui est pire dans la mobilité, je crois que c'est quand on doit être toujours coincé à un truc, les smartphones, ça, pour se déplacer, quand dans une place centrale, ça devait être comme une vraie place traditionnelle. Tu vois qu'est-ce que tu peux faire d'une façon très claire, sans avoir trop de besoin de poser la question, même si on le fait, et c'est une façon de partager. Donc, les places centrales sont, d'un côté, infrastructures interconnectées, moyens de transport interconnectés, services multipliés, mais en même temps des espaces qui créent de nouvelles centralités. L'échelle d'une place centrale, parce qu'elle est plus grande, il y a plus d'interconnexion, c'est être en liaison avec les places métrovillageoises et avec les autres types d'interconnecteurs qui font réseau et qui font maillon. Et je voudrais ajouter aussi que quand, par exemple, on est sur l'assise Villejuif, par exemple, devrait y avoir toujours la possibilité d'autres types de déplacements alternatifs pour arriver à la 86 ou pour rejoindre la 118 ou la Nationale D. Parce que maintenant, un des problèmes des autoroutes, c'est qu'ils vont de A à B et qu'il n'y a pas de perméabilité. Je voudrais ajouter que la place centrale doit être connectée à une vision d'un territoire qui est maillé, non, qui a des maillons avec la trame verte, avec la trame bleue, mais qui est aussi bien maillonné avec les axes qui connectent au pôle de développement très fort dans la région d'Île-de-France. Par exemple, plateau Satory, plateau Saclay, non, Paris-Satory, Paris-Saclay. Il y a toute une route, non, horizontale, très magnifique,
qui n'a pas d'un transport qui connecte les deux pôles qui sont émergents et qui sont en phase de développer toute une industrie, de nouvelles innovations, etc. Donc, une place centrale, ça devait être aussi un point, une place dans laquelle on se reconnaît très bien pour accéder au plateau Satori, par exemple, et pas faire toute la grande promenade que tu fais de Versailles-Chantier jusqu'à que tu arrives que tu écoutes les hymnes militaires dans ces moments qui sont en train de... Donc c'est ça un peu la vision des places centrales. On les a. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer, augmenter et mettre un réseau. Et commencer à dire un projet de 20, 40 places centrales dans la région. Nous, je crois qu'on pense, on commence à en faire une. Non, et puis on continue. Il y a une semaine, je posais la question au directeur de développement de Air France sur la question Orly. Donc Orly, il a tout un profil économique très, très clair par rapport à Charles de Gaulle, mais ce profil lié, par exemple, à la ville juive, avec la ville santé, la ville monde santé, il y a toute une possibilité de créer pas seulement un noyau, mais tout un grand corridor dans lequel l'essence des places centrales, il vient aussi augmenter. Donc l'avenue métropolitaine contemporaine, ce n'est pas l'avenue traditionnelle. C'est l'avenue région, c'est l'avenue monde. Et donc les places centrales, ils ont aussi une vision d'être connectés en constellation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer, mais c'est ça un peu la vision. Merci beaucoup. Je vous propose, si vous avez encore des questions, de les traiter au cours d'un café après l'événement. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces interventions. On en discutera, je pense, parce qu'on est un petit peu short en timing. Donc, on va passer plutôt à la deuxième partie. Merci beaucoup encore pour ces interventions. Merci. Alors, un premier pas pour pouvoir voir l'évolution de ces infrastructures, ça va être le développement de services qui vont permettre d'améliorer et d'optimiser les réseaux routiers. Et donc, je vous propose pour cela deux interventions de Marc-Antoine Ducasse de la société Netlift, et Emmanuel Dobrécourt de Cyclope. On s'assoit n'importe où, je vais m'asseoir avec vous. On va commencer par Emmanuel, qui va nous présenter donc des solutions d'intelligence artificielle et de voir comment celles-ci peuvent être au service des infrastructures. Merci. Alors, je vais me lever pour faire défiler quelques slides. Bonjour à tous, merci de me recevoir ce matin. Moi, je travaille pour Cyclope AI, qui est une entreprise du groupe Vinci, qui travaille sur du traitement d'images liés à des sujets d'infrastructures routières. On est plus précisément, on appartient à Vinci Autoroute. En fait, je vous présente rapidement le projet d'entreprise pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait. Notre travail, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et ses applications à la donnée image pour propulser l'infrastructure vers des nouveaux usages. Donc on est développeur de solutions logicielles. On n'est pas équipementier, on ne fabrique pas de caméras, on n'est pas des intégrateurs, on est vraiment dans le traitement de la donnée pour explorer ce qu'elle peut résoudre pour des exploitants de réseaux, pour des concepteurs de réseaux, pour des aménageurs, pour des bureaux d'ingénierie. On est basé à Paris et plus précisément 2 étages au-dessus d'ici. Et donc on est vraiment une start-up de logiciels, on est une 30aine d'employés. Et les champs d'application de ce qu'on fait, il y en a 3. Il y a d'abord les voies rapides, et notamment les autoroutes et les autoroutes urbaines qui étaient le sujet des présentations précédentes. Le monde du péage, évidemment, pour optimiser ses opérations, fluidifier le trafic, résoudre des problématiques des automobilistes. Et l'urbain aussi, parce que la donnée de l'image, en fait, a énormément d'applications sur le stationnement, sur la sécurité routière, notamment sur les nouvelles mobilités, etc. Je passe très rapidement sur le volet technologique parce qu'on est vraiment une start-up de deep tech, c'est-à-dire vraiment avec un fort ADN technologique. On est sur de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire du machine learning. L'idée forte de ce qu'on fait est d'entraîner des algorithmes en les nourrissant de données qui remontent des infrastructures
jusqu'à temps que ces algorithmes soient autonomes. Donc on leur apprend à traiter des données de la même manière qu'un humain serait capable d'interpréter des images, de classifier, d'effectuer un diagnostic sur une base d'images. Donc on nourrit des programmes qui, au fur et à mesure, deviennent capables de le faire de manière autonome, avec un très fort niveau de précision, et qui va s'améliorer au fur et à mesure de l'expérience de ces logiciels et du temps durant lequel ils auront été confrontés au trafic, à la réalité des opérations et de l'exploitation. En termes de cas d'usage, alors là, vous voyez, on a 3 produits, je passerai peu de temps sur ces produits-là, pour avoir un peu plus de temps sur les nouveaux services que ça peut apporter. Ce sont des produits qui vont être destinés aux exploitants de réseau, qui soient concédés ou qui relèvent de l'État, l'administration des routes, des collectivités, pour optimiser les flux, optimiser les opérations de collecte du péage, de maintien et de viabilité des infrastructures, optimiser également les travaux d'études, d'analyse du trafic, de comprendre les usages à partir des images. Donc vraiment, sur chacun de ces produits, vous avez une base d'images, une couche d'algorithmie qu'on produit et des optimisations qui en ressortent pour les exploitants d'infrastructures. Donc à gauche, vous avez un produit qui permet de classifier les véhicules sur base de flux d'images ou flux vidéo. Ça a des applications notamment dans la tarification et dans la gestion du trafic. Vous avez énormément d'applications sur la sécurité routière. On va utiliser l'image pour comprendre des comportements de conduite, détecter des incidents, pour mieux gérer en fait le trafic sur différents types d'infrastructures. Et à droite, vous avez une solution en fait d'analyse automatique du trafic qui va permettre de mesurer des vitesses, mesurer des comportements dangereux et en fait venir en appui de bureaux d'ingénierie, d'aménageurs qui cherchent à comprendre des flux de mobilité sur l'infrastructure routière. On est né en France et aujourd'hui on a affaire à des clients qui se répartissent entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Royaume-Uni et la France. Donc on est petit mais on essaie de grandir rapidement. Et le point que je voulais exposer aujourd'hui, c'est voilà, suite à la présentation qui a été faite de transformation de l'infrastructure routière, des autoroutes urbaines, de tous ces nouveaux usages, en quoi une société comme Cyclope AI, donc qui est vraiment très technologique, qui travaille sur le traitement de la donnée, peut être utile. Nous, en fait, parce qu'on traite la donnée, on est capable d'analyser les flux de mobilité, qui sont des flux complexes, en fait, ce sont des flux entremêlés de transport en commun, d'autosolistes, de différentes formes de mobilité sur différents types d'infrastructures. Et par le traitement d'images, en fait, on apporte de la donnée pour accompagner toutes les parties prenantes qui sont en charge de concevoir, évaluer et opérer les infrastructures pour les outiller dans cette transformation. Je prends l'exemple de la conception d'infrastructures et par exemple toutes les visions qui ont été exposées dans les présentations. On va permettre en fait de faire remonter du terrain en utilisant l'image, qui sont des données déjà produites en fait par les réseaux de manière partielle, puisque tous les réseaux ne sont pas nécessairement couverts en caméra ou en capteurs. Donc on est tributaire de cette couverture de capteurs, mais les réseaux remontent ces données, on va permettre de les traiter et de venir en appui des concepteurs pour comprendre les déplacements, comprendre les trajets. Je donne un exemple, on est capable avec un flux de caméra de mesurer des passages de bus sur un boulevard périphérique ou une autoroute urbaine. Donc on est capable d'alimenter le débat de la conception en faisant remonter des données du terrain. On est capable d'évaluer, une fois qu'il y a des idées fortes, des projets qui ont été créés, qui ont été avancés par des concepteurs, des aménageurs, on peut aider dans l'expérimentation de ces dispositifs dans la mesure où on peut aider à l'évaluation de l'acceptabilité de ces idées, de leur propension à être sécurisées d'un point de vue de la sécurité routière. De leur efficience dans voilà, les paris qui ont été pris d'optimiser le trafic. On peut utiliser cette donnée pour vraiment informer les expérimentations de ces nouveaux dispositifs. Par exemple, sur des voies réservées, on est capable de mesurer le taux de compliance, c'est-à-dire la propension des gens à suivre les instructions de la signalisation qui les autorise ou non à utiliser une voie réservée. On est capable, sur des thématiques de covoiturage, par des données d'image, de compter le nombre de passagers à l'intérieur d'un véhicule, ce qui permet derrière de mesurer l'autosoliste,
réalisme, de vérifier que toutes les bonnes idées qui ont été avancées sont valables et les confronter à la réalité du terrain. Le dernier aspect, c'est une fois qu'on a donc eu une idée de conception d'infrastructure, qu'on a évalué un dispositif, nos technologies permettent de l'amener vers des échelles plus industrielles, c'est-à-dire traiter des flux de trafic très importants, et donc vraiment de passer le pas de l'expérimentation qui a réussi à un dispositif robuste, pérenne, qui pourrait être passé en exploitation sur des réseaux beaucoup plus larges. Donc ça, c'est un peu les moments clés, conception, évaluation et industrialisation sur lesquels on peut intervenir. En termes de type d'infrastructure, évidemment, il n'y a pas des capteurs partout, il n'y a pas des caméras partout, mais il y a des points clés, des réseaux de transport et des réseaux routiers sur lesquels le type de technologie qu'on propose peut avoir une valeur ajoutée, comme par exemple les interfaces, les zones d'échange entre des typologies de réseaux différentes, un réseau urbain et un réseau de voies rapides sont des réseaux perméables avec des moments complexes pour la mobilité, des moments d'accélération, des moments de congestion, où les technologies qu'on propose en fait peuvent être vraiment pertinentes pour alimenter la connaissance des usages et la sécurité des déplacements. Donc les points d'interface sont un aspect clé. Les zones de congestion, évidemment, parce qu'on va permettre de discerner ces différents flux de mobilité par du traitement d'image. Et également, en fait, la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'une des dernières frontières pour les véhicules autonomes, qu'ils soient individuels ou collectifs, et clairement le cœur du débat sur les réseaux autoroutiers, ça va être plutôt le véhicule autonome collectif. La dernière frontière, c'est gérer des situations complexes de circulation, des endroits de l'environnement construit où il y a des formes de mobilité différentes qui se croisent, avec des conditions de circulation qui sont complexes, des risques d'accident, donc des zones urbaines, des zones d'insertion sur autoroute, etc. Donc c'est là vraiment où nous, en tant que fournisseurs de technologie, on va pouvoir aider sur ces nouveaux services, ces nouveaux usages, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà décrites. Je vous donne deux exemples, alors c'est très visuel. Je vous parlais du covoiturage, c'est vraiment utiliser une source de données images pour discerner le nombre de passagers et pour mettre en place des dispositifs de régulation du trafic, éventuellement de contrôle, que les gens respectent bien ce type de dispositif. Et ça peut permettre aussi des diagnostics, voilà, pour une métropole ou une commune, de se pencher sur la question de l'autosolisme pour vraiment plutôt... alors il y a d'autres formes pour mesurer ça, d'envoyer des questionnaires, d'envoyer des agents. Le fait d'utiliser une technologie automatique comme on le propose permet d'aller beaucoup plus profondément dans l'analyse et d'effectuer des diagnostics beaucoup plus rigoureux. Le deuxième exemple que je montre, c'est la question de l'autonomie. Le fait d'être adossé à Vinci Autoroute pour nous est une chance de pouvoir expérimenter nos technologies sur des infrastructures larges avec un fort taux de trafic. À droite, c'est le duplex A86 sur lequel en fait, on déploie nos technologies de traitement d'image pour comprendre le comportement des véhicules, dans un premier temps juste pour l'étudier. Alors on va regarder des freinages intempestifs, des changements de voie, des trajectoires moyennes de véhicules. On va regarder l'impact du passage d'un véhicule avec un gyrophare, donc un véhicule de secours par exemple ou une ambulance, sur les comportements de conduite. Le fait d'être capable de percevoir ces choses-là va derrière permettre de renvoyer des informations très utiles à des véhicules autonomes, à des navettes par exemple, pour ces projets de transport collectif dont on a parlé, pour leur permettre de naviguer de manière sécurisée, de s'insérer sur les réseaux à voie rapide, qui est vraiment une problématique clé pour les constructeurs parce que c'est des données difficiles à modéliser et assez complexes à valider pour tester que les intelligences artificielles des véhicules sont bien robustes. Voilà, c'est le type de travaux qu'on apporte. Chez Cyclope.ai, on est donc, je dirais, activateur de nouveaux services. On ne construit pas, nous, les nouveaux services, mais par la donnée, on permet à des maîtrises d'ouvrage et des exploitants de valider et proposer ces nouveaux services. Merci. Merci beaucoup. Je passe rapidement la parole à Marc-Antoine Ducasse pour nous présenter Netlift et donc d'autres solutions que vous proposez en termes de covoiturage et de gestion des stationnements. Oui, merci tout le monde. Je n'ai pas de présentation. Je vais être plutôt concret ce matin parce que j'aimerais faire un retour d'expérience sur ce qu'on fait évidemment en Amérique du Nord. Montréal, bientôt Los Angeles, Mexico, un petit peu Washington également. Je vais jeter quelques pavés dans la mare parce que Paris, la France a un leadership exceptionnel sur ces questions-là. C'est extrêmement stimulant d'en discuter avec vous ce matin. On n'est pas dans le même siècle en Amérique du Nord par rapport à ce que vous vivez.
Sauf que j'ai des peut-être mauvaises nouvelles pour certaines croyances. On a découvert, nous, depuis plusieurs années qu'on travaille en covoiturage, que le covoiturage domicile-travail, le modèle économique ne fonctionne pas. Ce n'est pas un modèle économique qui est lié au transport. C'est un modèle économique qui est lié à l'immobilier. Parce que 100% des gens qui font du domicile-travail en voiture se stationnent. Ça semble être une lapalissade. On reproche souvent aux véhicules d'être garés 92-96% du temps, c'est vrai. Essentiellement, aller travailler, c'est partir d'un stationnement à la maison pour aller au stationnement au travail. Donc, nos villes sont des grandes éponges qui absorbent, on l'a vu dans les graphiques de tout à l'heure, qui absorbent les véhicules. Mais ce qui est fascinant avec ça, c'est que nous, depuis plusieurs années qu'on travaille là-dessus, on s'est rendu compte que les conducteurs de covoiturage ne sont pas motivés à déplacer quelqu'un pour 1 ou 2 euros par course. À l'autre bout du spectre, le passager va trouver ça très coûteux de dépenser 3 ou 4 ou 5 euros par course. Alors, ils vont tous garder leur voiture. Ce qui est intéressant, c'est le coût du stationnement. On sait tous que c'est subventionné. On sait tous que le parking est extrêmement abordable, beaucoup trop. Et par conséquent, notre éclair, en fait, est arrivé un peu par hasard, un coup de chance, un projet qu'on faisait avec Ubisoft à Montréal. On s'est rendu compte que les automobilistes étaient prêts à tuer pour avoir un stationnement gratuit, à condition qu'ils aient un passager. Alors là, les gens se sont mis à faire 20 et 25 et 30 et 40 kilomètres pour un misérable parking à 3 $ par jour, parce que s'ils n'ont pas de passager, ils ne peuvent pas se garer. Ils doivent aller sur le parking privé qui coûte 25 $ par jour. Et à partir de ce moment-là, on a réglé 2 problèmes en même temps, celui du modèle économique et celui de la rétention. À partir du moment où un automobiliste peut faire 40 trajets tous les mois, matin et soir, de façon prévisible, sur des longues distances, pour 3 € la course, on est beaucoup moins cher que le transport collectif. À Montréal, Netlift est 2 fois moins cher que le transport en commun. D'accord? Donc, quand quelqu'un, par exemple, un grand hôpital, vit un problème de réfection de son stationnement, ils doivent couper une 50aine de cases, par exemple, ou des fois la moitié, c'est la panique. Parce que cette infirmière, vous voyez, qui a acheté en banlieue, parce qu'elle ne peut pas se loger à Montréal, dans le centre-ville, elle se trouve à devoir faire un trajet d'une 40aine de minutes en voiture, malgré la congestion. S'en aller vers le transport collectif, ça y prend 1h30. C'est un cas de démission. Les gens préfèrent changer de travail que de changer de mode de transport. D'accord? Et là, c'est devenu un problème d'entreprise. La mobilité à Montréal est devenue un problème de grands employeurs. Ce n'est pas seulement un problème... Alors, évidemment, on n'a pas la densité du réseau parisien. Et je jette mon 2e pavé dans la mare. Le transport collectif, d'après 7 ans d'études chez Netlift, on n'a pas trouvé de corrélation dans 120 villes au monde qu'on a étudiées. Il n'y a pas de corrélation entre la réduction de la congestion routière et le transport collectif. Quand on construit une station de métro ou de train, la seule conséquence qu'on a vue, 100% du temps, c'est l'augmentation du prix de l'immobilier. Si vous voulez augmenter le prix des loyers, construisez une station de métro, ça fonctionne très bien. Et le résultat, malgré tout, qui est un peu, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que ceux qui sont dans le métro sont soit très pauvres ou soit très riches. La classe moyenne n'a pas les moyens de prendre le métro parce qu'elle ne peut pas s'y rendre. Elle habite trop loin. On dit chez nous « drive until you can buy ». Vous conduisez votre voiture jusqu'à ce que le prix de l'immobilier soit abordable. Alors, c'est pour ça qu'on voit les villes au centre se vider, on voit l'étalement urbain augmenter, et la seule façon de se déplacer reste l'automobile. Et donc, c'est pour ça que les modèles de covoiturage, et puis moi, je suis ça depuis quand même quelques années, le cimetière des startups de covoiturage en France est quand même assez bien garni, d'accord? Et c'est normal, ils font tous la même chose. Ils essaient tous de régler le même problème de la mauvaise façon, essayer de bâtir un modèle économique basé sur le kilométrage. Ça ne fonctionnera pas, OK? C'est un modèle d'immobilier. Alors, pourquoi le covoiturage fonctionne bien chez nous? Pourquoi on gagne des villes plutôt importantes? C'est que pour que ça fonctionne, le covoiturage a besoin de 3 béquilles. La première, c'est l'intermodalité. Si le covoiturage ne combine pas le transport collectif, c'est cuit, parce que ça prend une densité beaucoup trop grande. Alors, sur Montréal, on a ce qu'on appelle le projet Céleste, c'est-à-dire une intégration dans l'équivalent de votre passe Navigo avec Netlift et d'autres acteurs de la mobilité, comme le vélo-partage, l'autopartage et des trucs comme ça. Ça sous-entend que sur un même titre mensuel, la société de transport en commun vient me chercher à la maison via le véhicule d'un collègue ou d'un autre voisin, mais pas pour faire la totalité du trajet en covoiturage, pour aller jusqu'à un parc relais, pour aller jusqu'à un stationnement ou le bon point d'entrée dans le transport collectif. Nous amener jusqu'à la prochaine gare, c'est nul. Si le train passe dans 1 heure, je ne vais pas poireauter là pendant 1 heure juste parce que j'ai fait un rabattement là. Le dernier kilomètre doit être synchronisé avec le temps.
Nous, on fait par exemple des modèles de prédiction de congestion. Parce que si mon covoitureur va avoir 4 minutes de retard, j'ai raté mon train, c'est loupé. Ce n'est pas une bonne expérience. Et comme on disait tantôt, si l'offre de transport collectif n'est pas acceptable, les gens ne vont pas quitter leur voiture. Okay? Donc la première béquille, c'est l'intermodalité. La deuxième, on en a parlé, c'est le stationnement. Ce qui fait que Netlif fonctionne, c'est qu'on s'occupe avec un partenaire qui s'occupe de lecture de plaques d'immatriculation, notamment à Los Angeles. Quand vous voyez un véhicule qui est stationné dans une case réservée au covoiturage, comment vous faites pour savoir si oui ou non cette personne a pris ou non des passagers? D'accord? On peut avoir des caméras pour le lire, mais à Los Angeles, il nous a dit que c'est un problème. Parce que sur mon campus, je covoiture avec 3 personnes et je les dépose à la porte parce qu'il pleut. Au moment où je me présente dans le stationnement, je suis seul. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des caméras partout. Ça commence à coûter cher, là. Donc, je les mets où, les caméras? C'est très problématique. Donc, ils ont choisi Netlif parce qu'on synchronise la trace de covoiturage en GPS avec la lecture de plaques d'immatriculation. Donc, j'ai ma petite voiture, comme ça, de contrôleur qui lit toutes les plaques et qui détecte cette plaque-ci. Est-ce qu'elle a, oui ou non, covoituré ce matin? Puisqu'elle est dans une case réservée, la réponse, oui. Parfait, il n'y aura pas de contravention. Donc, le stationnement, c'est la deuxième béquille. La troisième, c'est le taxi. Qu'est-ce qui arrive si mon conducteur préféré me laisse tomber parce qu'il doit faire des heures supplémentaires à l'hôpital ou le gamin est malade à midi, je dois quitter? La prévisibilité de l'offre est le point faible du covoiturage. C'est bien le volontariat, mais on ne réglera pas de problème de mobilité en espérant que tout le monde nous donne un peu de... Et là-dessus, j'utilise une image en Californie, les gens, ils installent des panneaux solaires sur leur toit, vous voyez? Quand ils produisent davantage d'électricité que ce qu'ils consomment, la société d'énergie leur rachète. Alors, bilan des courses, on a économisé le coût d'une centrale électrique. D'accord? On a parlé, et mes prédécesseurs ont eu une discussion extrêmement intéressante sur le coût collectif du transport collectif. Quelqu'un doit payer. Pourquoi je pense que l'automobile et les routes, c'est l'avenir du transport en commun? C'est à cause de la propriété partagée. Si l'ensemble des citoyens mettent à la disposition de la collectivité leur véhicule, on peut s'en sortir. Si l'État est propriétaire du matériel roulant, ça ne fonctionnera pas. Donc, au Québec, ce qu'on est en train de faire avec le gouvernement en place, on a déjà changé la loi, mais là, on s'en va vers un modèle où chaque citoyen qui contribue, qui produit de l'offre, d'accord, sur Montréal, je vous donne quelques chiffres, là, on est 2 millions de corps humains à se déplacer durant l'heure de pointe du matin. Donc, c'est entre 6 h et 9 h le matin. Évidemment, beaucoup moins que Paris. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 400 000 personnes dans tous les modes de transport collectif, environ 100 000 modes actifs, partagés, vélo et tout ça, et 1,5 million, on est seul dans notre bagnole, d'accord? Mais là, ce que ça veut dire, c'est que c'est 4,5 millions de sièges libres. Vous avez vu les chiffres, c'est la même chose sur Paris. Sur toutes les villes qu'on a évaluées, les sièges libres en heure de pointe contiennent la totalité de la population, dans toutes les villes du monde. C'est vrai à New York, c'est vrai à Paris. Le parc automobile, le réseau routier et le réseau de stationnement est actuellement disponible pour résoudre le problème. Le modèle économique ne fonctionnait pas, mais après ça, c'est comment on fait pour attacher tous ces morceaux-là. Je m'arrête ici parce que c'est ce que je voulais partager avec vous, mais en résumé, le covoiturage domicile-travail est une vraie solution parce que la capacité, le volume est là, mais on n'y arrivera pas si on essaie de résoudre ça avec un modèle économique basé sur le kilométrage. C'est un modèle économique basé sur l'immobilier qui fonctionne. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Je me retourne vers vous si vous avez 2-3 questions avant la pause santé. Voilà, c'est ça. On prend les 2-3 questions, même exercice que tout à l'heure, vous présentez, on prend les 2-3 questions et après on vous laisse y répondre. Très bien, bonjour, Clément Guillemot, je travaille chez VID, on est un investisseur spécialisé dans les nouvelles mobilités. Et je m'interroge, voilà, j'avais une question pour Marc-Antoine Ducas. Je voulais savoir quand est-ce qu'il il allait venir en France, tout simplement. Et s'il veut venir en France, comment en fait il voit la manière avec laquelle il peut s'intégrer dans les systèmes de tarification des transports publics. Vous l'avez évoqué rapidement, mais je n'ai pas trop compris quelle était votre vision sur ce sujet-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de vous laisser répondre? Eh bien non. Donc nous vous écoutons. C'est délicat parce que VID a déjà investi dans des compagnies géniales comme Klaxit, qui est une vraie belle compagnie en passant. Mais si je vous donnais la réponse, j'expliquerais à un compétiteur comment ça fonctionnera. Donc je vous dirais, suivez-nous. Quand on sera bien implanté en France, on pourra se reparler. Mais pour le bénéfice de nos autres auditeurs, on va faire la même chose qu'on a fait au Québec. C'est-à-dire qu'il faut contourner les acteurs en place pour aller vers ceux qui souffrent le plus. Au Québec, on a une expression qui dit que quand on négocie, on distribue des fois une claque, des fois un bisou. Hein? Donc, je me porte en faux
c'est terrible de dire ce que je vais dire, mais je pense que les autorités de transport public actuellement, l'autorité par exemple à Montréal, la RTM, a l'autorité légale, mais n'a pas la compétence pour gérer des réseaux de covoiturage, ni de vélo d'ailleurs. Ils sont très bons dans les modes lourds, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec les modes légers. Alors, c'est notre travail. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement voir les collectivités territoriales, les grands employeurs, les compagnies de taxi, et on a un partenariat notamment avec une compagnie qui est déjà implantée, par exemple, celle qui contrôle le stationnement sur rue à Paris, c'est notre partenaire exclusif, d'accord? Donc, comment entrer dans un marché? C'est par le parking. Lorsque quelqu'un nous dit « j'ai des problèmes de stationnement », il est saturé, je ne peux plus recruter d'employés, j'ai du mal à maintenir ma force de travail et je n'ai pas de transport collectif satisfaisant, on arrive, on ne peut pas perdre parce qu'on est les seuls à pouvoir bien déployer ça. La conséquence est aussi qu'on doit s'entendre avec les compagnies de taxi locales, ce qu'on fait bien, parce qu'on a déjà toute l'appli qui s'occupe de gérer les fonds, faire le routage, le multipassager. Donc, on transforme réellement le parc automobile local en un réseau de transport collectif, mais avant de s'engager, on fait une préanalyse. Autrement dit, on ne fait pas de vente avec ces organisations-là tant que nous n'avons pas obtenu la data. En général, c'est 48 heures. On fournit gratuitement la préanalyse du réseau complet et en fait, on déploie pour ce qu'on appelle les collectivités territoriales, c'est ça, les villes, on leur affiche déjà quel serait leur réseau de transport collectif, combien ça coûterait. 80% du temps, nos clients, c'est des solutions autofinancées. C'est-à-dire que le prix payé par les usagers suffit à couvrir presque toujours le coût complet de la solution. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, mes dépenses ne sont que celles du stationnement. Franchement, les automobilistes s'en tapent un peu. Ils mettraient de toute façon de l'essence dans leur voiture pour se déplacer. Donc, il y a personne, on s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui est très motivé par recevoir 15 € par mois là, pour son essence. C'est presque insultant, mais on joue sur le parking. On contrôle littéralement le parking. Sans cette condition-là, on n'y va pas. Et c'est le nœud sur lequel on s'appuie pour déployer le reste. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour votre participation. Merci à la Fabrique et Léonard pour l'organisation de l'événement et donc très bonne journée à vous. Merci.